ce n'est qu'une serveuse, a lancé mon frère aux invités du mariage. Puis quelqu'un a crié, mon Dieu, elle est en couverture du magazine Forbes. Mon frère est resté pétrifié, incapable de prononcer un mot. Je m'appelle Claire Morgan, j'ai 30 ans et j'ai grandi à Austin, Texas. De l'extérieur, nous ressemblions à la famille parfaite, mais derrière ses sourires polis et ses dîners, j'étais toujours celle qu'on mettait de côté. Mon père louait mon frère Daniel comme si chaque respiration qu'il prenait était un triomphe, tandis que ma passion pour la cuisine était rejetée comme un enfantillage. Pourtant, je me suis accroché à la cuisine, au rythme du couteau et à l'odeur des herbes, même quand personne ne croyait en moi. Mais rien ne m'avait préparé à la nuit où Daniel, devant des centaines d'invités de mariage, a ri dans le micro et leur a dit que je n'étais qu'une serveuse. Mon cœur brûlait d'humiliation jusqu'à ce qu'un moment change tout et bouleverse la pièce. Ce qui s'est passé cette nuit-là et comment cela a réécrit l'histoire de ma famille pour toujours? Restez avec moi, car c'est là que tout a commencé. Je m'appelle Claire Morgan, j'ai 30 ans et je vis à Austin, Texas, une ville qui vibre de musique, de food trucs et de soirées douces. De l'extérieur, c'est un endroit plein de vie. Pourtant, pour moi, Austin a toujours été un paysage de contraste, un endroit où je me sentais à la fois vu et invisible, selon l'endroit où je me trouvais. On me disait souvent que je possédais une force tranquille, une résilience façonnée non par des triomphes, mais par le frottement constant de la vie familiale. C'était une force sur laquelle je m'appuyais souvent dans une maison où chaque rideau, chaque dîner et chaque mot semblait répété pour un public qui ne cessait jamais de regarder. Mon père, Richard Morgan, était un banquier qui vivait sa vie avec la précision d'un grand livre. Il croyait au plan, à l'argent et à la discipline. Sa voix portait le poids de décisions déjà prises, de jugements gravés dans la pierre bien avant qu'il ne quitte ses lèvres. Quand il parlait, c'était moins une suggestion qu'une sentence, du genre qui ne souffrait aucune contestation. Ma mère, Maggie, était l'incarnation de la grâce et de la politesse sociale. Elle remplissait ses journées de déjeuner, de clubs de jardinage, d'événements caritatifs et de tous les petits détails qui faisaient briller notre famille aux yeux des voisins et des connaissances. Ses cheveux étaient toujours coiffés, son sourire parfaitement mesuré, ses mots choisis comme des fleurs coupées, arrangées dans des vases en cristal. Pour elle, la valeur d'une femme ne résidait pas dans qui elle était vraiment, mais dans la façon dont elle était vue, dans la façon dont la communauté murmurait son nom quand elle s'éloignait. Et puis il y avait mon frère Daniel. Pour mes parents, il était l'enfant d'or, l'accomplissement de chaque attente qu'ils avaient portée dans leur mariage. Il avait hérité de l'esprit d'entreprise aiguisé de mon père et du charme de ma mère. L'immobilier semblait se plier à son ambition, et le succès le suivait comme une ombre. Mes parents le regardaient comme si sa chaque respiration était une prophétie accomplie, leur fierté en lui était sans fin, leur foi inébranlable. Moi, je n'étais pas Daniel. Dès l'instant où j'étais assez grande pour atteindre le comptoir de la cuisine, mon monde était dans la cuisine. Le son de l'huile crépitante, l'odeur des herbes, l'alchimie silencieuse de transformer des ingrédients humbles en quelque chose de chaud et d'entier. C'était mes conforts dans la cuisine. Je n'avais pas besoin de me battre pour attirer l'attention. J'avais seulement besoin de mes mains, de mon imagination et d'un peu de temps. La cuisine n'était pas juste un passe-temps, c'était un langage que ma famille n'avait jamais pris la peine d'apprendre. C'était un mardi soir quand la fracture entre qui j'étais et qui il voulait que je sois est devenue insupportablement claire. La maison était remplie de l'odeur du poulet rôti, de l'argenterie polie capturant la lueur d'un doux lampadaire. Ma mère avait invité les Henderson, des amis de la famille et d'importants alliés d'affaires pour dîner. C'était le genre de soirée où l'air lui-même semblait pressé et amidonné, lourd d'attente. Daniel, comme toujours, a pris la scène. Il parlait avec animation de son dernier accord immobilier, de l'avenir du centre-ville d'Austin, de la promesse de nouvelles tours et de profits. Les Henderson écoutaient avec des sourires avides, hochant la tête comme si ces mots peignaient eux-mêmes la ligne d'horizon. Mon père se penchait, la fierté brillante dans ses yeux. Ma mère leur remplissait leur verre, chaque geste doux, répété. Pendant ce temps, j'avais passé l'après-midi à créer un plat que j'aimais, un risotto au basilic frais et aux zestes de citron Meyer. J'avais doucement encouragé le riz, cuillère par cuillère, le laissant absorber lentement et patiemment le bouillon jusqu'à ce qu'il soit crémeux mais pas lourd. J'ai incorporé les herbes à la dernière minute, voulant que leur saveur reste vive. Pour moi, c'était plus que de la nourriture. C'était la preuve que quelque chose d'aussi ordinaire que le riz pouvait être transformé en réconfort, en beauté. J'ai posé le plat sur la table, entre le rôti et le flanc de Madame Henderson.
Mon cœur battait à tout rompre comme si j'y avais placé une partie de moi-même aussi. J'ai attendu un moment de silence, une pause dans l'histoire de Daniel, et quand elle est venue, j'ai doucement éclairci ma gorge. Papa, maman, j'ai commencé, ma voix stable mais basse, je voulais vous parler de ce risotto. J'ai utilisé les citrons meilleurs que nous avons cueillis le week-end dernier et le basilic du jardin. Avant que je puisse finir, la voix de mon père a coupé la mienne, profonde et définitive. Daniel, a-t-il dit, son visage tourné vers mon frère, ce projet du centre-ville semble incroyable. Tu te bâtis vraiment une réputation. Richard Morgan Jr. sera synonyme de succès, tu verras. Il a placé une main ferme et approbatrice sur l'épaule de Daniel. Daniel a souri modestement, bien que ses yeux luisaient de satisfaction. Les Henderson ont ri légèrement, offrant leurs félicitations. Ma mère s'est penchée, ses bracelets tintant doucement alors qu'elle versait plus de vin. La pièce s'est remplie de leur fierté, de leur admiration, de leur certitude que Daniel était l'avenir. Et je suis restée là, silencieuse, la gorge serrée, les yeux brûlants. Le risotto devant moi aurait aussi bien pu être de la cendre. Les voix autour de moi se sont brouillées en un bourdonnement sourd, les rires montant et descendant comme des vagues qui me laissaient échouer. J'ai fixé un oiseau en porcelaine sur la cheminée, son petit bec incliné vers le haut, comme s'il écoutait quelque chose de mieux au-delà de ses murs. Je n'ai pas pleuré, pas là, pas devant eux. Au lieu de cela, quelque chose de plus dur, de plus silencieux, s'est enraciné en moi. Ce n'était pas de la colère, c'était de la résolution, une graine de détermination plantée dans le sol de l'humiliation. Ils considéraient ma passion comme puérile, indigne d'attention, mais je savais au fond de moi, je savais que c'était plus qu'ils ne pourraient jamais l'imaginer. Un jour, je me suis promis, ils me verraient, et quand ce jour viendrait, ils ne pourraient pas détourner le regard. La cuisine était le seul endroit où je pouvais respirer. Alors que d'autres filles de mon âge parcouraient des manuels pour la préparation au SAT ou essayaient de démêler Shakespeare, j'étais penché sur un vieux cahier, ces pages tachées de beurre et de recettes au crayon, transmises par ma mère. C'était la seule chose que je gardais comme un trésor. Pour moi, il ne s'agissait pas seulement d'ingrédients ou de techniques, c'était le rythme du couteau contre la planche à découper, le bourdonnement du réfrigérateur en arrière-plan, le doux crépitement quand le beurre fondait dans une poêle. Ces sons m'enveloppaient dans une paix que je ne trouvais nulle part ailleurs dans cette maison. Mes parents avaient une vision différente pour moi. Richard et Maggie Morgan étaient tous deux respectés dans leur cercle. Pour eux, la stabilité était la mesure d'une vie bien vécue. La voix de ma mère était toujours douce mais insistante lorsqu'elle me rappelait où trouver la sécurité. Claire, disait-elle, la finance ou le droit, c'est là qu'une jeune femme trouve son avenir. Mon père ajoutait rarement plus qu'un signe de tête, mais son silence était plus lourd que les mots. Dans ses yeux, mon destin avait déjà été écrit en ligne nette, sur un bilan. Daniel ne laissait pas passer l'occasion de me ridiculiser. Il se penchait contre le cadre de la porte de la cuisine, sa cravate desserrée après une autre victoire en débat ou un entretien de stage, son sourire vif et amusé. « Tu joues toujours avec tes petits cupcakes, Claire, disait-il, sa voix dégoulinant de moquerie. Un jour, tu cuisineras pour quelqu'un d'autre, tu transpireras au-dessus d'une cuisinière juste pour gagner quelques sous. » Ces mots me blessaient plus qu'ils ne le savaient, de petits éclats de verre incrustés dans le tissu de ma confiance. Maggie, ma mère, essayait d'adoucir le coup à sa manière. Elle levait brièvement les yeux des rapports boursiers ou des newsletters communautaires sur ses genoux et offrait un sourire. « Bon travail, ma chérie », murmurait-elle, mais ses yeux retournaient toujours en bas. C'était une louange sans poids, un geste poli plutôt qu'une croyance sincère. Je comprenais que même dans sa douceur, il y avait du rejet. Alors je me rebellais doucement. Chaque soufflet parfait qui montait au four, chaque miche de pain à la croûte dorée était ma rébellion. L'odeur de vanille et de sucre portait à la fois le réconfort et le défi. Pourtant, même si la cuisine me donnait la liberté, le doute s'infiltrait au bord. Chaque tape sur la tête, chaque ricanement de Daniel ajoutait une note amère à mes créations, un goût que je ne pouvais pas assaisonner. C'était un soir frais d'automne quand j'ai finalement décidé de faire quelque chose d'audacieux. L'odeur du poulet rôti remplissait la maison, se mêlant au bruissement sec des feuilles à l'extérieur. Dans ma chambre, sous la faible lueur de mon ordinateur portable, j'ai scellé une enveloppe qui portait plus que du papier. À l'intérieur se trouvait ma candidature à la Culinary Institute of America. J'avais versé mon âme dans l'essai, écrivant sur la nourriture comme si c'était de la poésie, sur la façon dont pétrir la pâte ou remuer un pot était ma façon de comprendre le monde. Chaque mot était le mien, non filtré, honnête.
J'avais travaillé en secret, tard le soir, après que la maison se soit calmée. Je tapais tranquillement, mes doigts tremblants mais certains. J'avais même demandé une lettre de recommandation à Madame Henderson, mon ancienne professeure d'anglais, qui avait une fois goûté mes scones aux myrtilles et les avait appelées poésie comestible. Elle avait accepté sans hésitation, son encouragement comme une flamme que je protégeais soigneusement. Mes mains tremblaient alors que je fermais le rabat. C'était à la fois une libération et une trahison, un choix que je n'avais d'autre option que de faire. L'enveloppe est restée cachée dans le tiroir de mon bureau, attendant le bon matin pour être jetée dans la boîte aux lettres. Mais les secrets ont tendance à refaire surface. Je n'oublierai jamais le moment où mon père l'a trouvée. J'ai entendu le tiroir claquer et je suis entré dans ma chambre pour le voir debout là, l'enveloppe serrée dans sa poing, son visage habituellement calme tordu en quelque chose d'orageux. Les veines de ses tempes se dressaient, ses jointures blanchies alors qu'il la serrait plus fort. « Qu'est-ce que c'est que ça, Claire ?» Sa voix était tranchante, incrédule, résonnant contre les murs. « Une école de cuisine ? As-tu perdu la tête ?» Ses yeux brûlaient d'une fureur froide, du genre qui me glaçait sur place. Nous en avons parlé. Ce n'est pas l'avenir. Ce n'est même pas une option. La cuisine avait toujours été mon refuge, mais à ce moment-là, elle semblait m'avoir trahi aussi. Les murs semblaient se refermer, l'air épais et inflexible. Ma poitrine s'est serrée comme si la pièce elle-même me retirait mon souffle. Ces mots, prononcés comme un jugement final, ne laissaient aucune place à la protestation. C'était un décret, lourd et absolu. J'ai voulu hurler, défendre les heures de dévotion, les recettes griffonnées dans les marges, les innombrables nuits où la cuisine m'avait sauvé du désespoir. Mais ma gorge s'est bloquée. Au lieu de cela, je suis restée là, vide et tremblante. Le silence entre nous était plus fort que tous les mots que j'aurais pu offrir. Cette nuit-là, je suis retourné à la cuisine après que tout le monde soit allé se coucher. La maison était sombre, à l'exception de la fine ligne de clair de lune sur le comptoir. J'ai posé mes mains à plat sur le marbre froid, essayant de me stabiliser. Le réfrigérateur bourdonnait, l'horloge tic-tac. Pour une fois, la cuisine ne ressemblait pas à un sanctuaire. Elle ressemblait à une prison aux murs tapissés d'argenterie. Pourtant, quelque part sous le poids de sa fureur, j'ai senti une faible étincelle, elle tremblait, faible mais vivante, me rappelant que les rêves ne peuvent pas être défaits par une seule explosion. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais dans ce moment silencieux, je me suis fait une promesse, je ne laisserai pas sa colère être la fin de mon histoire. En 2016, une fine enveloppe a trouvé son chemin dans ma boîte aux lettres et dans ma vie. J'avais envoyé candidature après candidature dans un silence qui semblait infini, et puis cette lettre portait une petite promesse lumineuse, une bourse partielle à la Culinary Institute of America à Hyde Park. Les mots étaient simples, le papier presque léger, pourtant, quand je l'ai tenu, mes épaules se sont affaissées comme si j'avais posé une lourde caisse que j'avais portée trop loin. Hyde Park ressemblait à un monde inventé pour les gens qui y appartenaient. Je suis arrivé avec une valise cabossée, le carnet de recettes de ma grand-mère et une peur que j'ai essayé de plier dans la doublure. L'Hudson coupait l'air pur et les cuisines luisaient comme une série de phares. Le premier jour, j'ai noué une veste blanche qui ne me semblait pas encore mienne et je suis entré dans une pièce vivante de claquements de casseroles et d'éclats de flammes. L'ailleurtant l'huile et soulevant un parfum qui me disait que j'étais enfin au bon endroit. Les jours se sont brouillés dans la discipline. Les matins commençaient avant le lever du soleil, les nuits se terminaient avec des pieds douloureux. Les cours me mettaient à rude épreuve, mais j'ai appris à faire confiance à mes mains et à mon palais pour la première fois. Il n'y avait aucun jugement de la part des ricanements de Daniel ou des soupirs de mon père, seulement la vérité tranquille de savoir si la nourriture dans l'assiette était assez bonne. La nuit, je travaillais dans un dîner bondé sur la route 9, équilibrant des plateaux pendant que mon dos implorait pitié. Les pourboires étaient petits, mais ils me gardaient à flot. Parfois, j'apercevais mon reflet dans la porte vitrée, mi-chef en blanc, mi-serveuse dans un tablier taché qui se déchirait. La vie était survie, mais c'était aussi la preuve à quel point je voulais cela. L'hiver mordait fort. Ma chambre louée me protégeait à peine du froid et il y avait des nuits où j'allais me coucher affamé. Quand le doute s'infiltrait avec le givre, j'appelais Maggie juste pour entendre sa respiration à l'autre bout du fil. Bien que Richard parlait rarement, son silence était aussi lourd que n'importe quelle dette. Pourtant, j'ai continué. Il y a eu de petites victoires qui m'ont porté. Une Hollandaise qui a finalement tenu bon. Un signe de tête silencieux d'un chef instructeur qui donnait rarement des louanges.
Un camarade de classe m'a appris comment une épice pouvait fleurir si on lui donnait de la patience. J'ai commencé à voir la cuisine non pas comme un rêve, mais comme un métier qui demandait tout, mais qui redonnait des moments de grâce. Au moment de la remise des diplômes en mai 2018, le printemps avait adouci la vallée de l'Hudson et ma veste me semblait enfin appartenir à mes épaules. J'ai marché sur scène, diplôme en main, et j'ai entendu les mots d'un professeur s'attarder au-dessus des applaudissements. « Claire, tu as le potentiel pour changer la façon dont les Américains goûtent leur propre quartier. » Après la cérémonie, je me suis tenu au bord de la rivière, la brise refroidissant la chaleur de la journée. J'ai pensé à Richard et Maggie, au certainty de Daniel que je ne serais jamais plus qu'une fille dans une cuisine. Mais à ce moment, avec la veste qui me allait enfin, je me sentais stable. Je n'étais pas terminé. Je commençais seulement. J'ai signé le bail début 2019, les mains sentant légèrement le citron et l'acier. L'espace n'était rien de plus que des sols en béton, une hotte d'extraction têtue et une lumière d'après-midi qui tombait en longues bandes à travers les grains de poussière. Je l'ai parcouru avec un cahier et un mètre ruban et le genre de foi silencieuse que l'on n'annonce pas. Austin bourdonnait dehors, guitare, trafic et pollen de cèdre, tandis qu'à l'intérieur, je pouvais déjà entendre une future ruée de dîner comme un thunder lointain. Nous l'avons appelé Harvest Table, le nom m'est venu lors d'une course matinale le long de la rivière, quand le soleil a percé et que l'air avait le goût du mesquite. Je voulais une pièce où la fumée et la saison vivaient ensemble, où le brisket pouvait rencontrer le basilic et où personne ne discutait de tradition parce que l'assiette ferait sa propre loi. Le barbecue texan fusionnait avec ce que les fermes autour de nous offraient cette semaine, des collards qui craquaient quand on pliait la tige, des gombos qui couinaient dans la main, des pêches qui parfumaient la promenade avant que quiconque ne les tranche. La semaine de l'ouverture, nous avions plus de nervosité que de personnel. J'ai écrit le premier menu sur papier craft avec un crayon court et je l'ai collé près de la ligne où tout le monde pouvait le voir, brisket fumé avec chimichurri d'échalotes grillées et un lit de gruau de maïs bleu, crémeux comme une berceuse. Crevettes du golfe grillées mêlées à des pois de champ chaud, de l'eau de tomate et la plus infime touche de piment qui embrassait le fond de la gorge. Une salade de concombres et d'herbes râpées d'une ferme de Dripping Springs, avec une vinaigrette au bas-beurre que j'ai fouetté à sentir. Nous avons allumé les ampoules Edison et prié pour que la machine à glace ne s'arrête pas. Les portes se sont ouvertes à 17h et la pièce s'est remplie d'une musique humaine douce, argenterie tintant, chaises raclant, quelqu'un riant trop fort près de la fenêtre. J'ai travaillé au pass, goûté et essuyé et envoyé, appelant à emporter et d'une voix qui m'a surprise même moi. La fumée collait à mes cheveux et à ma veste, un badge que je portais à la maison comme un secret. Quand la dernière assiette a quitté la ligne, je me suis appuyé des deux paumes sur l'acier inoxydable et j'ai laissé le métal froid me rassembler. La presse culinaire du Texas nous a trouvés plus vite que nous n'avons trouvé notre rythme. Un critique est venu portant une casquette qui essayait de le rendre invisible et a écrit plus tard sur une nouvelle voix qui cuisinait comme si elle avait quelque chose à prouver, mais refusait de crier. Un autre a appelé Harvest Table un souffle de mesquite frais d'une femme qui, autrefois, gagnait sa vie en portant des assiettes. J'ai lu cette phrase seul au bar après la fermeture, mes pieds engourdis et une ampoule brûlante sur mon talon, et j'ai senti la piqûre s'adoucir en quelque chose de proche de la fierté. Pendant une minute, je me suis vu de loin, non pas comme la fille équilibrant des tasses de café, mais comme la femme qui avait construit une pièce où les gens posaient leur téléphone et se penchaient plus près sur une assiette qui avait le goût d'un bon souvenir. Les matins commençaient au marché. Je parcourais les étals avec mon café qui refroidissait dans la main et parlais aux agriculteurs qui parlaient de la météo. La pluie a embrassé les carottes et les a rendues sucrées, disait-il, et je goûtais et hochais la tête et commandais plus que je ne l'avais prévu. De retour au restaurant, j'ai formé de jeunes cuisiniers à saler plus tôt qu'ils ne le pensaient, à écouter le crépitement pour savoir quand l'huile était prête, à traiter les herbes comme des voix, pas comme de la garniture. Nous bougions comme un petit orchestre qui apprenait les uns des autres par souffle et par habitude. Quand une assiette revenait vide, le lave-vaisselle la tenait parfois comme une petite victoire, et nous nous faisions un sourire à travers la vapeur. Les chiffres comptaient aussi, loyer, paie, factures empilées dans mon bureau avec la faible lampe et le café plus fort. J'ai appris à faire la paix avec les feuilles de calcul, à choisir la carotte et non la garniture lorsqu'une décision touchait de près à payer d'abord les agriculteurs, parce que leur travail nourrissait le nôtre. J'ai envoyé à Maggie une photo le matin où j'ai remboursé notre prêt de démarrage, sans légende, juste une capture d'écran d'un sol nul et une tache d'oignon sur mon pouce. Elle a répondu avec un cœur, puis a appelé pour demander ce que j'allais faire ensuite, sur un ton qui contenait à la fois la peur et l'émerveillement. Je lui ai dit d'agrandir seulement si la nourriture restait honnête et que mes cuisiniers pouvaient dormir. Nous avons ouvert Dallas 12 mois après avoir ouvert Austin.
Le nouvel espace sentait la peinture pendant des semaines, puis lentement l'ail et la fumée. J'ai embauché un gamin d'Oak qui coupait les oignons comme s'il jouait de la batterie, et un chef pâtissier qui pouvait tirer une histoire d'une pêche. La nuit de l'ouverture, un orage d'été a essayé de nous effrayer, mais la pièce brillait et le brisket tenait bon, et quand j'ai traversé la salle, j'ai vu des étrangers fermer les yeux à leur première bouchée, et j'ai su que la pluie ne pouvait pas nous atteindre. Houston a suivi 6 mois plus tard, avec une salle à manger qui ressemblait à un porche et un menu qui laissait le golf chanter. Nous avons ajouté du Vivano qui s'effritait sous une cuillère et des légumes qui avaient le goût de quelqu'un qui nous avait montré comment les traiter avec respect. Les gens ont commencé à me reconnaître au marché et en ligne pour le café. Ils penchaient la tête et disaient « Vous êtes la femme de Harvest Table » et me parlaient d'un plat qui leur rappelait un grand-père, ou un jardin, ou un été qui s'était écoulé trop vite. Je collectionnais ces histoires, comme certains collectionnent des recettes. Elles me gardaient honnête quand les journées devenaient longues et le bruit fort. Un soir d'octobre, je me suis tenu sur le trottoir devant l'emplacement d'origine d'Austin alors que le ciel prenait la couleur d'un cantaloupe mûr. L'enseigne au-dessus de notre porte bourdonnait doucement, Harvest Table, dans des lettres qui autrefois me semblaient trop grandes pour moi. Maintenant, elles semblaient exactement bonnes. Je pouvais voir mon reflet dans la vitre, ainsi que la pièce chaleureuse derrière. Des serveurs traversaient avec des assiettes tenues fermement comme des offrandes. Un couple se tendait la main par-dessus la table sans détourner le regard de leur nourriture. Les cuisiniers de ligne pliaient et tournaient dans un rythme que nous avions gagné. Je me suis souvenu du poids d'un plateau chargé de café, de la façon dont un claquement de doigts impoli pouvait percer des heures de travail, des moments où je rentrais à la maison avec l'odeur de l'huile de friture dans mes cheveux et la douleur du travail inaperçu dans ma colonne vertébrale. Je me suis souvenu du rire de Daniel cet après-midi-là, quand il a dit que je finirais par cuisiner dans une arrière-salle pour des hommes au nom plus important. Je n'ai pas ressenti de colère alors, j'ai ressenti une promesse stable montant le long de mes côtes. Je n'ai parlé qu'à moi-même et à la soirée texane, personne ne décidera plus jamais de ma valeur à cause de mon tablier. À l'intérieur, l'imprimante crachait de nouveaux tickets, l'hôtesse levait une main pour attirer mon regard, un petit signal qu'une table voulait rencontrer le chef. J'ai pris une autre respiration de moustique et de jasmin nocturne du pot près de notre porte, et je suis entré. Les gonds soupirèrent, comme le font les vieilles portes lorsqu'elles sont souvent et bien utilisées. Il y avait du travail à faire et une pièce pleine de gens qui avaient choisi de passer leur unique soirée avec nous. J'ai serré ma veste plus fort et je suis retourné au pass, où les assiettes attendaient comme des pages blanches. En 2023, le visage de Daniel semblait être partout. Le Metro Chronicle publiait des articles sur ses derniers développements, chaque titre le peignant comme le magnat d'or d'Austin. Ses cheveux étaient lissés en arrière sur chaque photo, son sourire répété, sa main agrippant l'épaule d'un maire ou d'un banquier ou de quiconque comptait le plus à ce moment-là. Il conduisait des voitures qui brillaient comme du métal liquide sous le soleil, organisait des réunions dont on murmurait dans les salons de country club et déambulait dans les galas comme s'il était né pour commander les projecteurs. Dans ses portraits brillants, Daniel était un roi à part entière. De retour dans le monde plus calme des dîners de famille, rien n'avait changé. Richard le mentionnait toujours en premier, louant l'audace de son dernier achat ou l'éclat de sa stratégie. Maggie hochait la tête, les yeux brillants de fierté. Quand il s'agissait de moi, j'étais toujours juste clair avec son restaurant. Mes réalisations étaient reconnues par des murmures polis au mieux. Cela n'importait pas que Forbes m'ait présenté début 2023, appelant Harvest Table un modèle de restauration durable. Au sein de la maison Morgan, l'étoile de Daniel brillait plus que toutes les autres lumières. Il me restait le même vieux rôle, la fille qui remuait les casseroles pendant que mon frère était défilé comme un visionnaire. J'entendais les rumeurs, bien sûr. D'anciennes connaissances se penchaient à travers les tables de café et baissaient la voix. Daniel est surendetté, disait-il, il a emprunté sur des propriétés qui ne s'étaient pas encore vendues, à la poursuite de projets plus grands et plus risqués. Mais rien de tout cela ne faisait surface dans la presse. Pour le public, il restait intouchable. Pour mes parents, il était sans faute. Et pour moi, il était toujours l'ombre sous laquelle j'avais appris à vivre. Un soir, Maggie a appelé, son ton anormalement vif. Je pouvais entendre du verre tintement en arrière-plan, le genre de bruit qui appartient aux cocktails et aux cuisines polies. Claire, ma chérie, a-t-elle dit, tu dois rentrer à la maison. Daniel se marie. Mon cœur s'est serré. Avec qui, ma voix a essayé d'être calme, mais affaiblie au bord. Oh, tu la connais, Vanessa Lopez, a-t-elle répondu, comme si j'aurais dû toujours le savoir. 31 ans, une designer talentueuse,
sa famille possède des propriétés à travers Manhattan et une participation dans la moitié des boutiques de la 5e avenue. Ils sont parfaits l'un pour l'autre. Le mariage sera à l'été 2023 au Driscoll Hotel, au centre-ville. Daniel insiste pour que tu y sois, a ajouté Maggie, adoucissant ses mots comme un voile. Après tout, tu es de la famille. Ces mots ont flotté dans le silence après que nous ayons raccroché. Tu es de la famille. Un lien, fin et effiloché, me tirant vers un monde qui avait depuis longtemps fermé ses portes. Pour moi. Je me suis assise dans mon bureau, fixant les coupures encadrées sur le mur, les critiques louant la nourriture que nous servions, les équipes que j'avais bâties. Pourtant, la vieille douleur rongeait, les triomphes de Daniel étaient célébrés, les miens étaient tolérés. Et maintenant, j'étais invité dans son spotlight, non pas comme une égale, mais comme un accessoire. Une semaine plus tard, l'invitation est arrivée, épais papier ivoire, les initiales de Daniel et Vanessa embossées d'or. À l'intérieur, un programme dégoulinait d'excès. Un chef étoilé Michelin avait été engagé, un quatuor à cordes venu de Vienne, des hébergements réservés dans l'un des hôtels les plus historiques d'Austin. Chaque détail criait richesse et spectacle. J'ai suivi les lettres dorées du bout des doigts et j'ai ressenti quelque chose monter en moi, pas l'envie, mais une lassitude si profonde qu'elle me faisait mal. Les souvenirs se pressaient contre ma poitrine. Daniel enfant me glissant un cookie supplémentaire quand Maggie ne regardait pas. Daniel me racontant des histoires sur des villes que nous n'avions jamais visitées, sur des futurs que nous n'avions pas encore imaginés. Où était passé ce garçon? Était-il enterré sous la dette et l'ambition, ou avait-il simplement été consumé par le glamour de son propre reflet? Je me tenais dans mon appartement, entouré de murs tapissés d'articles encadrés sur Harvest Table. Chacun d'eux était la preuve de ce que j'avais bâti. Ils n'étaient pas extravagants, pas dorés, mais ils étaient miens. Ils portaient l'honnêteté, la sueur, les nuits tardives et les triomphes silencieux, et bien qu'ils ne brillent pas comme les tours de Daniel, ils étaient ancrés dans quelque chose de réel. Je n'échangerais pas cela pour tous ces projecteurs. Pourtant, l'invitation gisait sur mon comptoir, inévitable. Le mariage était plus qu'un événement, c'était une confrontation avec tout ce que j'avais porté depuis l'enfance, avec la hiérarchie gravée dans notre famille, avec l'ombre qui ne m'avait jamais laissé me reposer. J'ai appuyé ma main à plat contre la carte et j'ai murmuré dans le silence, j'irai. Pas pour Daniel, pas pour les apparences. Mais pour me tenir là, en tant que moi-même, pour ne plus me cacher dans les coins de son monde, mais pour revendiquer mon propre terrain. La salle de bal du Driscoll scintillait de lustres qui déversaient la lumière sur des sols en marbre poli jusqu'à ce qu'ils brillent comme de l'eau. Des cordes jouaient dans le coin, leurs notes délicates comme de la dentelle se tissant à travers le tintement des verres de champagne et le murmure de conversation bien élevé. C'était le jour du mariage de Daniel, l'événement dont les pages société bruissaient depuis des mois, et je n'étais qu'une ombre parmi le spectacle. Je portais une robe bleu marine, simple et délibérée, choisie parce qu'elle me semblait honnête dans cette mer de sequins et de bijoux. Sa simplicité me faisait ressortir plus que si j'avais été enveloppé d'or. Je sentais leurs yeux glisser vers moi, curieux, dédaigneux, certains compatissants. Je n'avais pas besoin d'entendre leurs mots pour savoir ce qu'ils murmuraient. C'était dans la façon dont leurs lèvres se retroussaient, dans la façon dont leur regard glissait sur moi comme si j'étais une chaise mal placée à une table autrement parfaite. À notre table familiale, Richard levait son verre chaque fois que le nom de Daniel était mentionné, ses hochements de tête débordant de fierté. Maggie était assise à côté de lui, les lèvres pincées en un sourire poli mais froid. J'avais vécu cette scène d'innombrables fois auparavant, sous différents plafonds, dans différentes pièces, toujours l'oublier. Ce soir ne faisait que rendre le schéma plus net. Daniel, radieux dans son smoking, se déplaçait dans la foule comme s'il y était né. Des rires s'élevaient partout où il passait, sa confiance brillait aussi fort que les lustres. Il semblait que chaque geste de la soirée, du timing du quatuor à cordes aux applaudissements des invités, avait été orchestré non seulement pour son mariage, mais pour son triomphe. Puis, alors que la musique s'adoucissait, sa voix prit le contrôle de la pièce, lisse, répétée, portant cette undertone familière de cruauté enveloppée de charme. Il appela dans le micro, « Mesdames et messieurs, ma sœur Claire aimerait dire quelques mots. » Des halètements dispersés à travers les tables, suivis par le genre de murmure qui pique la peau. Ma poitrine s'est serrée. Je le connaissais trop bien. Ce n'était pas une invitation, c'était une scène qu'il avait construite pour mon humiliation. Je me suis poussé à me lever. Daniel s'est penché à nouveau vers le micro, les lèvres retroussées dans le sourire que je connaissais depuis l'enfance.
Elle n'est qu'une serveuse, a-t-il dit. Les mots tombèrent dans le silence comme du verre brisé. Un murmure de rire suivit, pas fort, mais coupant, assez fort pour transpercer la fine armure que j'avais essayé de tenir. L'expression de mon père vacilla d'inconfort, mais il l'étouffa rapidement. Ma mère resta immobile, figée dans la posture d'une statue. J'ai senti la pièce basculer. Les lustres au-dessus semblaient trop brillants, leur lumière pesant sur moi comme un jugement. La honte brûlait vive dans ma gorge alors que je marchais vers la scène, chaque pas plus lourd que le précédent. Le micro attendait, grand et noir, comme une lame. Les yeux de Daniel me suivaient, brillants de la certitude qu'il avait déjà gagné. J'ai serré le pupitre, le bois était frais sous mes mains, me ramenant à la terre un instant, mais ma voix s'est bloquée dans ma gorge. Les visages se sont brouillés en un seul sous l'éclat, leurs yeux une mer de jugement. Ma poitrine montait et descendait trop vite, les mots que j'avais répétés en secret s'évaporaient. J'ai vu le sourire de Daniel s'élargir, le même sourire qu'il portait quand nous étions enfants et qu'il se moquait de moi, toujours suivi de ce rire cruel, comme pour dire que ça ne comptait pas. Mais alors, l'air a changé. Les murmures se sont tus, remplacés par une vague de surprise presque tangible. Les têtes se sont détournées de moi et vers l'entrée. J'ai suivi leur regard et j'ai senti les poils de mes bras se dresser. Par la grande porte, sous la brillance de la lumière de cristal, est entrée Eleanor Grant, rédactrice en chef de Forbes. Sa présence n'avait pas besoin d'annonce, l'autorité est entrée avec elle. Elle se déplaçait avec la grâce assurée de quelqu'un qui n'avait pas besoin de faire ses preuves, ses yeux balayant la pièce jusqu'à ce qu'il me trouve. Le silence s'est approfondi. Le sourire de Daniel a vacillé, ses épaules se sont raidies, la certitude s'est vidée de son visage comme si quelqu'un avait coupé le fil qui le soutenait. Mon père s'est figé, une fourchette suspendue en l'air. Les yeux de ma mère se sont écarquillés, sa composure se fissurant comme de la porcelaine tombée sur la pierre. Le rire qui s'était moqué de moi il y a quelques instants avait disparu, aspiré de la pièce comme si l'air lui-même avait changé d'allégeance. Eleanor s'est arrêtée près de la scène, son regard fixé sur moi. Pendant un long moment, elle n'a rien dit, et la pause est devenue lourde, s'étirant à travers la salle de bal. Puis elle a souri, un sourire gentil mais certain, le genre de sourire qui promettait une connaissance que personne d'autre n'avait encore. J'ai senti mes poumons se remplir à nouveau, plus stable cette fois, le jugement dans la pièce a changé, la marée tournant sous mes pieds. Daniel avait préparé la scène pour mon humiliation, mais la lumière ne lui appartenait plus. Dans ce silence épais d'incrédulité et d'anticipation, quelque chose en moi s'est calmé. J'ai redressé mes épaules, ma honte a perdu son emprise, et à cet instant, j'ai su que l'histoire que Daniel avait essayé d'écrire n'était plus la mienne à jouer. Mes mots n'étaient guère plus qu'un murmure, mais ils ont traversé les murmures qui flottaient dans la salle de bal. Félicitations à vous deux, ce fut tout ce que j'ai dit. Pas de grands discours, pas de représailles, juste cela. Et pourtant, dans sa simplicité, cela a frappé plus fort que tout ce que j'aurais pu rassembler. Le silence qui a suivi a pesé sur chaque poitrine comme un poids invisible. Puis le son d'une chaise raclant contre le marbre a surpris la pièce. Gregory Miles, un homme que je ne connaissais que par les magazines économiques brillants, s'est levé avec une soudaineté qui portait l'autorité. À 55 ans, il avait le genre de présence qui faisait taire les conversations sans effort. Il a tâtonné brièvement avec son téléphone, puis a levé l'écran lumineux haut. Dessus brillait la couverture indubitable de Forbes 2023. « Excusez-moi » a-t-il dit, sa voix portant par-dessus la foule, « est-ce vous, Claire Morgan, PDG de Harvest Table, Forbes 30 Under 30 ?» Des exclamations ont ripple comme une onde de choc. Le poids des projecteurs a changé instantanément, presque violemment. Les gens se sont penchés en avant sur leurs chaises, les conversations se sont figées en plein milieu d'une phrase. C'était comme si l'air lui-même s'était épaissi de révélation. Anthony Lopez, le père de Vanessa, qui m'avait à peine reconnu de toute la soirée, était soudain sur pied, sa main tendue vers la mienne, son sourire large et poli, le genre de sourire réservé aux salles de conseil et aux gros titres. Claire Morgan, un honneur. Vous êtes vraiment la fierté d'Austin, ces mots dégoulinent de chaleur qui avaient été absentes auparavant, comme si le succès seul avait réécrit ma valeur à ses yeux. Daniel n'a pas bougé, son visage décoloré, le laissant pâle sur la richesse de son smoking. Le sourire narquois qu'il avait porté toute la nuit a disparu, remplacé par quelque chose de cru, presque effrayé. Les yeux de Vanessa ont valsé entre lui et moi, sa confusion claire, ses lèvres s'ouvrant comme pour parler, mais ne produisant aucun son.
La salle de bal bourdonnait de murmures maintenant, mais il ne concernait pas ma robe, ou mon insignifiance supposée. Il parlait de moi, de Harvest Table, de la couverture du magazine qui prouvait la vacuité de la moquerie de mon frère. Le changement était vertigineux, presque surréaliste. J'ai vu la mâchoire de Daniel se serrer, le muscle de sa joue se contracter de rage qu'il ne pouvait pas exprimer. Sa confiance, son armure de charme s'est fissurée sous le poids d'une vérité qu'il ne pouvait pas contrôler. Pendant des années, il avait écrit mon histoire pour moi, me dépeignant comme l'échec, la note de bas de page. Maintenant, le récit lui avait échappé. Vanessa s'est penchée plus près de lui, sa voix basse mais assez nette pour que j'attrape le tremblement qu'elle contenait. Daniel, qui est-elle? Sa question n'était pas innocente. Elle était chargée d'incrédulité et d'accusation. Elle avait épousé un homme qui me présentait comme insignifiante, et maintenant elle se tenait dans les ruines de ce mensonge. Anthony Lopez, ignorant la tempête intérieure de sa fille, a poursuivi ses louanges. Harvest Table est sur toutes les lèvres ces jours-ci, approvisionnement local, saveurs audacieuses, reconnaissance nationale. Vous avez fait ce que peu peuvent revendiquer. Claire, m'a-t-il serré la main, et j'ai pu sentir le poids impatient de son approbation. Pour lui, je n'étais plus l'ombre au bord de la pièce, j'étais une étoile montante. L'ironie n'a pas échappé, quelques minutes auparavant, je n'étais que serveuse à leurs yeux, humiliée exprès par mon propre frère. Maintenant, j'étais leur invité d'honneur, bien que ce ne soit pas par ma conception. J'ai regardé Daniel alors, et pendant un moment, ma poitrine s'est serrée d'une émotion inattendue, presque de la tristesse. Il avait cherché à me diminuer, à s'élever à mes dépens. Pourtant, son arrogance l'avait aveuglé à la vérité que le succès a sa propre voix, une voix plus forte que la cruauté. Il avait sous-estimé le pouvoir tranquille de la persévérance, des années passées à construire quand personne ne croyait en moi. Autour de moi, les conversations ont repris, mais elles sonnaient différemment maintenant, admiration, respect, curiosité. J'ai entendu mon nom prononcé, non pas avec dérision, mais avec respect, Claire Morgan, PDG de Forbes. Les mêmes mots qui, autrefois, auraient sonné comme un rêve, résonnaient maintenant dans mes oreilles comme une réalité indéniable. Le visage de Vanessa racontait sa propre histoire, le lent démantèlement de la certitude. Elle a regardé Daniel, non pas avec fierté, mais avec un doute naissant, comme si elle le voyait clairement pour la première fois. Ses yeux sont revenus sur moi, mesurant, recalibrant. Je n'avais pas besoin de son approbation, mais la reconnaissance dans son regard était une sorte de vindication. Daniel a ouvert la bouche, peut-être pour se dédouaner, pour raconter une autre histoire comme il l'avait toujours fait, mais rien n'est sorti. Le silence qui s'est accroché à lui était assourdissant. Pour une fois, il n'avait pas de mots, pas de charme, pas d'armes restantes. J'ai ressenti le plus étrange calme s'installer en moi, pas le triomphe, pas la vengeance, mais une clarté que je n'avais jamais connue auparavant. Sa cruauté avait été une ombre sur ma vie, mais les ombres disparaissent à la lumière, et ce soir, la lumière était la mienne. La salle de bal a encore changé, mais cette fois, c'était permanent. L'histoire que Daniel avait essayé d'écrire avait été réécrite par la vérité elle-même, et la vérité était indéniable, brillant de cette couverture de magazine comme un miroir que je pouvais enfin supporter de regarder. Le mariage était encore frais dans ma mémoire quand les titres ont commencé à changer. L'éclat des toasts au champagne et des quatuors à cordes avait à peine diminué quand les fissures dans l'empire de Daniel se sont élargies en gouffre béant. La star de l'immobilier d'Austin, l'homme qui semblait autrefois intouchable, se noyait soudain sous les poursuites et les dettes. Les accords dont il s'était autrefois vanté autour de cigares et de bourbons n'étaient plus que des comptes d'avertissement, murmurés derrière des portes closes. Les journaux se sont retournés contre lui avec le même empressement qu'ils l'avaient autrefois loué, le magnat de l'immobilier fait face à une enquête fédérale. Le garçon d'or d'Austin s'effondre. Les mots étaient tranchants, même pour moi, bien que je n'en sois que l'observatrice. Son image, autrefois encadrée dans des portraits élogieux, apparaissait maintenant sous des titres sombres. Vanessa a agi rapidement, sa sortie aussi précise et froide que son entrée dans notre famille avait été. Elle a demandé le divorce moins d'un an après le mariage, sa signature sur les papiers n'étant qu'une coupure nette, la détachant d'un navire en perdition. Les amis scintillants qui remplissaient autrefois ces fêtes ont disparu du jour au lendemain. Les numéros ont été changés, les appels sans réponse, les invitations révoquées. Ils avaient tous siroté son champagne, s'étaient baignés dans sa lumière, et maintenant ils reculaient devant les ombres de sa ruine. Fin 2024,
Daniel n'était plus l'homme qui attirait l'attention sur les couvertures de magazines. Il était l'homme debout devant un palais de justice, les épaules courbées sous un ciel gris. J'ai vu la photo avant de lire l'article. Son visage était pâle, ses yeux creux, ses lèvres pincées dans une ligne qui trahissait à la fois la colère et l'incrédulité. L'appareil photo avait capturé son mouvement au milieu d'un pas, ses chaussures polisées raflées par le poids de la défaite. Cette image s'est répandue plus vite qu'un feu de forêt, placardée sur les fils d'actualité des réseaux sociaux, attachée à des légendes remplies de moqueries. J'ai parcouru les commentaires qui coupaient sans pitié, il l'a mérité, il se croyait plus intelligent que le système. Le schadenfreude était palpable, un soupir collectif de satisfaction des étrangers qui avaient ressenti de l'aversion pour son arrogance. Ma poitrine s'est serrée en lisant, c'est la justice et il pensait être plus intelligent que le système. Le schadenfreude était palpable, un soupir collectif de satisfaction des étrangers qui avaient détesté son arrogance. Ma poitrine s'est serrée en lisant. Une partie de moi, je ne vais pas mentir, a ressenti la satisfaction silencieuse. L'univers, dans son étrange synchronisation, avait rendu un verdict qu'aucun juge ne pouvait prononcer. Il m'avait une fois moqué, m'avait rejeté comme insignifiante, et maintenant il se tenait à l'endroit où il m'avait relégué, dans son imagination, petite, diminuée, dépouillée de respect. Pourtant, sous ce réconfort amer, il y avait aussi de la tristesse, car ce n'était pas seulement Daniel qui avait perdu. C'était le souvenir de qui il était autrefois. C'était le lien de l'enfance fracturé au-delà de toute réparation. Le regarder s'effondrer n'était pas seulement du triomphe, c'était du chagrin pour ce que l'ambition nous avait volé à tous les deux. Au fil des semaines, d'autres titres ont suivi, chacun plus dur que le précédent, saisie d'actifs, dépôt judiciaire, ancien partenaire l'accusant de fraude. La ville qu'il avait autrefois couronnée comme sa star lui crachait maintenant son nom comme une arrière-goût trop amère pour être avalée. Et pourtant, dans les moments silencieux, quand le bruit des médias s'est estompé, je pensais à lui, non pas comme le magnat disgracié, mais comme mon frère, un homme qui ne pouvait pas voir que l'échelle qu'il avait grimpée manquait d'échelon, qui confondait arrogance et force, qui oubliait que même les garçons d'or peuvent tomber. L'image de lui quittant ce palais de justice est restée avec moi. Ce n'était pas seulement la photo de la défaite de Daniel, c'était un rappel à quel point tous les empires sont fragiles, comment la poussière de marbre s'effrite rapidement. Et pour moi, c'était un rappel que la dignité ne se construit pas dans les salles de bal ou les courtiers, mais dans les choix que nous faisons quand personne ne regarde. La soirée était ordinaire, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Harvest Table était plein ce soir-là, le bourdonnement constant des conversations se tissant à travers le tintement des verres et le doux crépitement de la cuisine ouverte. Je me déplaçais entre les tables, offrant un signe de tête ici, un sourire là, fier de regarder la vie que j'avais construite respirer tout autour de moi. Puis je les ai vus. Richard, mon père, est entré le premier, ses épaules plus voûtées que je ne m'en rappelais jamais, c'est pas incertain. Maggie l'a suivi, son visage ridé non seulement par l'âge, mais par quelque chose de plus lourd. La culpabilité, peut-être. Et derrière eux, presque méconnaissable dans son silence, Daniel. Ma famille, assise ensemble à l'une de mes tables, dans mon restaurant, pour la première fois. Je me suis approché lentement, mon souffle irrégulier. Les mains de Richard tremblaient légèrement alors qu'il levait le menu, bien que je soupçonne que ce ne sont pas les mots qu'il avait du mal à fixer. Sa voix, autrefois si ferme et tranchante, a craqué quand il a finalement levé les yeux. Claire, a-t-il dit, mon nom portant plus de poids qu'il ne l'avait jamais fait. Tu es le seul espoir qui reste à cette famille. Le claquement des assiettes en arrière-plan s'est estompé, remplacé par le son de mon pouls dans mes oreilles. C'était l'homme qui, pendant mon enfance, avait loué Daniel à chaque occasion, qui avait rejeté ma passion pour la cuisine comme une enfantillage. Maintenant, il était assis en face de moi, les yeux cherchants, suppliant, son autorité dissoute. Maggie a tendu la main vers la mienne, mais s'est arrêtée à mi-chemin, comme effrayée que je puisse me retirer. Ses larmes tombaient librement. Nous avions tort, a-t-elle murmuré, sa voix se brisant comme un verre fragile. J'avais tort. J'aurais dû te défendre, t'encourager. Au lieu de cela, j'ai laissé la fierté m'aveugler. Elle a secoué la tête, des mèches de cheveux argentés captant la lumière. Je vois maintenant, Claire, et je suis tellement désolé. Daniel était assis en silence, les yeux fixés sur la nappe. Il semblait plus petit, quelque peu recroquevillé sous le poids de la disgrâce. Sa voix, quand elle est venue, n'était guère plus qu'un murmure. Tu as gagné, Claire. Tu as construit quelque chose de réel, de durable.
Je n'ai pas pu garder quoi que ce soit. Il a serré la gorge et a forcé les mots à sortir. Je me suis moqué de toi et je me suis moqué de ce que tu aimais, mais sa voix s'est brisée et il a forcé les mots à sortir. Point, tu es la vraie gagnante. Et je suis désolé. Je l'ai étudié, mon frère, qui m'avait une fois ricané, qui m'avait transformé en une blague lors de son mariage. Son smoking avait été remplacé par une chemise simple, ses cheveux soigneusement coiffés maintenant ébouriffés. Il n'y avait plus d'arrogance, seulement de l'épuisement. Un rire amer m'a échappé avant que je ne puisse l'arrêter. Je me suis reculé dans ma chaise, croisant les bras, soutenant leur regard d'une stabilité que je ne savais pas avoir. Dans vos yeux, je n'étais qu'une serveuse, ai-je dit, ma voix claire et ferme malgré la tempête qui montait en moi. Et vous aviez raison, je suis toujours une serveuse. Mais je suis une serveuse qui a construit un empire à partir de rien. Un empire qui porte mon nom et ma vision. Leur silence était vivant dans la pièce, lourd et suffocant. Richard semblait vouloir protester, vouloir expliquer, mais les mots ne sont jamais venus. Les larmes de Maggie devenaient plus lourdes, tombant sur sa serviette, ses épaules tremblant. Daniel a baissé la tête plus bas, les mains serrées comme en prière. Je me suis levé, la chaise raclant doucement contre le sol. La pièce semblait voler l'énergie autour de nous, me déplaçant. Mon personnel a remarqué, mais judicieusement, est resté à distance. J'ai laissé le moment planer dans l'air, leur laissant ressentir la finalité, le poids de ce qu'ils avaient perdu. Vous vouliez que je sois moins, ai-je dit doucement, bien que chaque mot ait frappé avec précision. Maintenant, vous devrez vivre avec la vérité. Je ne serai plus jamais moins. Je me suis retourné et je suis parti, les laissant à la table qu'ils avaient choisie. Je n'ai pas regardé en arrière, bien que je puisse sentir leurs yeux me suivre. Je n'avais pas besoin de voir leur visage pour savoir que l'effondrement était venu. Derrière moi, le silence s'est prolongé là où des voix remplissaient auparavant l'espace. Mon père, dépouillé de fierté, ma mère se noyant dans les regrets, mon frère humilié d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Je me suis déplacé dans le restaurant, passant la lueur chaleureuse des ampoules Edison et l'odeur familière du brisket fumé et des herbes fraîches. Les clients me souriaient en passant, levant leur verre en toast silencieux que je n'avais pas gagné, mais que je ressentais profondément. Mon personnel me saluait, leur loyauté inébranlable. Et quelque part au fond de la cuisine, où l'air était épais de vapeur et le claquement des casseroles, j'ai pensé au vieux livre de recettes de ma grand-mère, toujours sur l'étagère de mon bureau. Le même livre que j'avais emporté la nuit où j'ai fui la maison, le même livre qui m'avait guidé quand personne d'autre ne croyait. Ce soir-là, je n'ai pas eu besoin de l'ouvrir. Je savais déjà ce qu'il représentait, force, survie, un héritage qui n'avait rien à voir avec l'argent ou les apparences. Quand je suis sorti dans l'air frais de la nuit, la ville d'Austin bourdonnant doucement autour de moi, j'ai respiré profondément. Ma famille était assise à l'intérieur, défaite, tandis que je me tenais libre, pas indemne de leur douleur, mais plus définie par elles. J'avais attendu des années leur approbation, leur reconnaissance, leur amour. Mais en m'éloignant de cette table, j'ai réalisé que je n'avais plus besoin de rien de tout cela. J'avais déjà gagné. L'odeur de l'ail rôti et du romarin flottait dans l'air, chaude et familière alors que je me tenais à l'intérieur de la cuisine animée de Harvest Table. Le rythme des couteaux sur les planches à découper et le murmure constant des voix se mélangeaient en une harmonie que je connaissais par cœur. Ce n'était plus seulement un seul restaurant à Austin. En 2021, nous nous étions étendus à Denver et bientôt après à Seattle. Chaque nouvel emplacement portait la même vision à laquelle je m'étais accroché depuis le début, de la ferme à la table, de la nourriture honnête, des partenariats durables avec des agriculteurs locaux qui avaient encore de la terre sur les mains quand ils me serraient la main. En parcourant la salle à manger à Denver un soir, je me suis arrêté pour regarder les familles réunies aux longues tables en bois. Les enfants riaient en déchirant du pain de maïs, les parents levaient leurs verres, et un bourdonnement de gratitude remplissait l'air. Cela me rappelait le chemin parcouru, depuis ces quarts de travail de dîner graisseux où les clients me remarquaient à peine. Maintenant, chaque assiette était une déclaration, une affirmation que la nourriture était plus que de la subsistance, c'était de la dignité, de la communauté et de la connexion. Les journaux locaux ont repris notre histoire. Les titres ont commencé à changer, ne me rejetant plus comme une serveuse, mais m'appelant quelque chose de nouveau, une bâtisseuse communautaire. Ils écrivaient sur les cours de cuisine gratuits que nous organisions pour les enfants défavorisés de l'Est d'Austin, où je montrais aux enfants comment faire quelque chose d'aussi simple qu'une soupe de légumes.
Leur visage s'allumait quand ils réalisaient qu'ils pouvaient transformer une poignée de carottes et d'oignons en quelque chose de parfumé et de satisfaisant. Pour eux, ce n'était pas seulement la nourriture, c'était la possibilité. Pour moi, c'était la rédemption. L'ironie n'a pas échappé, quand j'ai lu un article intitulé « De serveuse à icône communautaire ». Les mots semblaient surréalistes, presque moqueurs, le coup de la cruauté passée de mon frère, mais maintenant, reformulé en quelque chose de puissant. Cette phrase, autrefois une dague, était devenue ma couronne. Puis, un soir à Denver, alors que je me déplaçais dans la salle à manger, je l'ai vu, Ethan Walker. Ma poitrine s'est serrée, mon souffle s'est arrêté. Il était plus âgé, les angles vifs de sa jeunesse adoucis, mais sa présence portait toujours le poids de ce qui fut autrefois. Pendant un moment, les années ont fondu et j'ai été cette jeune femme à nouveau, portant un plateau de plats, le regardant prétendre ne pas me reconnaître. Il s'est avancé, son costume sur mesure, mais ses yeux trahissaient, il n'y avait aucune arrogance cette fois, seulement de l'hésitation. « Claire » a-t-il dit doucement, sa voix presque incertaine. Je pensais à nous, à toi. J'ai fait une erreur. J'avais tort de partir, tort de te traiter comme inférieur. Ces mots sont tombés, crus et sans garde. Je le regrette chaque jour. Je vis dans le passé et je ne reviendrai pas. Ma réponse était calme, inébranlable. Ethan, ai-je dit, ma voix stable. Le passé est terminé. Je n'y vis plus. Ma vie est ici et je ne reviendrai pas. Ses lèvres se sont entr'ouvertes comme pour protester, mais aucun mot n'est sorti. Il a seulement hoché la tête, les yeux brouillés de quelque chose comme de la perte. Avant de se retourner et de partir, je l'ai regardé partir, ressentant ni triomphe ni amertume, seulement de la clarté. Il était une partie des cendres dont j'étais sorti, rien de plus. Des semaines plus tard, sous la douce lueur des lustres aux Austin Community Service Awards annuels, mon nom a été appelé. Les applaudissements ont roulé sur moi comme une vague. Claire Morgan, fondatrice de Harvest Table. Je suis monté sur scène, le poids du prix dans mes mains. Il n'était pas lourd comme le métal l'est habituellement. Il semblait comme des années de travail, de sacrifice, de nuits tardives à frotter les casseroles et de matins passés à négocier avec les agriculteurs. Il semblait comme chaque instant où j'avais été ignoré, moqué ou négligé, maintenant cristallisé en quelque chose d'indéniable. En regardant dans le public, je n'ai vu ni moquerie ni pitié, j'ai vu du respect, un respect bien gagné. Mes yeux ont dérivé vers la première rangée où les enfants des cours de cuisine étaient assis avec leurs familles, applaudissant avec enthousiasme. Leur sourire me remplissait plus que n'importe quel titre ou trophée n'aurait jamais pu le faire. Pendant un battement de cœur, j'ai pensé au vieux carnet de recettes que j'avais porté de la maison de ma grand-mère. Je pouvais presque sentir l'encre de son écriture, voir les taches de farine sur ses pages. Ce livre avait été ma boussole secrète, mon rappel que même dans les plus petites cuisines, de grandes histoires pouvaient être écrites. Alors que la foule se levait, j'ai senti des larmes me monter aux yeux, non pas de tristesse, mais d'émerveillement. Émerveillement devant le chemin étrange et sinueux qui m'avait mené ici, de servir des plats dans un dîner à façonner des avenirs dans des cuisines partout dans le pays. À ce moment, j'ai compris quelque chose profondément, ma revanche n'avait jamais été dans la chute de Daniel ou le regret d'Ethan. C'était là, dans la création de lumière à partir de l'obscurité et la construction de quelque chose d'assez fort pour ne pas être ignoré. J'ai tenu le prix près de moi, non pas comme une arme, mais comme une torche, une nouvelle flamme pour me guider, dans la vie que j'avais si durement lutté pour revendiquer. Les lumières du studio étaient aveuglantes au début, plus brillantes que n'importe quelle lampe de salle à manger ou ampoule de cuisine que j'ai jamais travaillé. Elle pesa sur moi comme un jugement. Mais cette fois, je n'ai pas reculé. En face de moi était assise Sarah Jenkins, sa voix stable, sa présence calme, ses yeux cherchants mais gentils. Le bourdonnement des caméras et le léger bruissement des membres de l'équipe se sont estompés alors qu'elle se penchait en avant, le microphone à la main. « Claire » a-t-elle dit, son ton mesuré. « Ton histoire a touché tant de cœurs. Ce soir, nous voulons parler de famille, des liens qui nous unissent et parfois, des liens qui nous brisent. Tu as dit une fois quelque chose de puissant quand on t'a interrogé sur la famille, pourrais-tu le partager avec nous maintenant ? J'ai inspiré lentement, l'air frais et recyclé remplissant mes poumons. Un souvenir a traversé, non invité, vif comme du verre brisé. Je me suis souvenu de Daniel à son mariage, des rires s'échappant de ses lèvres alors qu'il me regardait avec mépris. Les mots qu'il avait lancés si négligemment m'avaient marqué pendant des années, mais ici, sous ces lumières, ces mots n'avaient plus de pouvoir.
J'ai appris, ai-je dit, ma voix basse mais inébranlable, que le respect vaut plus que des liens du sang vide. Je suis fier d'avoir gardé ma dignité. Le silence qui a suivi était lourd, mais pas hostile. C'était de la révérence, le poids de la vérité s'installant dans la pièce. J'ai senti ma poitrine se détendre, un nœud dénoué. Je n'avais pas prononcé ces mots par vengeance, mais pour moi-même et pour tous ceux qui avaient été traités de moins qu'eux. Sarah a hoché la tête doucement, ses yeux me tenant. C'est quelque chose que beaucoup de gens devront entendre. L'interview s'est déroulée comme une rivière calme après cela, tissant entre les souvenirs d'humiliation et les victoires qui en étaient nées. J'ai parlé des dîners d'enfance où ma voix avait été étouffée, du haussement d'épaule dédaigneux de Daniel lorsqu'il me présentait à Vanessa, sa fiancée alors, qui m'avait regardé avec ce sourire mince de quelqu'un de certain qu'elle n'aurait jamais besoin de me connaître. Je me suis souvenu de la piqûre de ces mots, de la façon dont il m'avait mise à l'écart avec la facilité négligente de quelqu'un qui balaie des miettes d'une nappe. Mais j'ai aussi parlé du changement. La nuit où un email est arrivé confirmant mon portrait dans Forbes, comment je me suis assise seule dans mon appartement, le carnet de recettes ouvert devant moi, ses pages usées parsemées de l'écriture de ma grand-mère. Ce carnet m'avait porté à travers tant d'orages, un petit phare me rappelant que la nourriture simple, préparée avec soin, pouvait avoir de l'importance. C'était presque cruel que Daniel ait choisi cette même semaine pour me rabaisser devant des étrangers. Pourtant, ce contraste est devenu mon point de rupture. Je n'ai pas dit cela à Sarah, mais intérieurement, j'ai pensé à la justice, pas à celle rendue dans les tribunaux, mais à la justice silencieuse de l'endurance, de la survie assez longtemps pour survivre à la cruauté des autres. Quand les caméras se sont finalement éteintes, je me suis sentie plus légère. Les applaudissements de l'équipe étaient polis mais réels, une douce ponctuation à la fin de mon histoire. Plus tard ce soir-là, de retour dans la cuisine de Harvest Table, le poids des lumières a été remplacé par la lueur du four et l'odeur terreuse des herbes fraîches. J'ai attrapé une botte de cale, les feuilles froides et fermes sous mes doigts, et j'ai posé mon couteau sur la planche à découper. Le rythme constant de la lame contre le bois m'a calmé, comme si chaque coup de couteau coupait un vestige du passé. À côté de moi se trouvait ce même carnet de recettes, la colonne vertébrale craquée, les pages jaunies, quelques coins tachés de farine et d'huile. Je l'ai ouvert distraitement et j'ai trouvé la recette de risotto de ma grand-mère, celle que j'avais essayé et échoué à perfectionner quand j'étais enfant. Ce soir, je n'avais pas besoin de la cuisiner. Mais la vue de ces mots m'a rappelé le fil qui me reliait à quelque chose de plus pur, quelque chose qui n'avait rien à voir avec le mépris de Daniel ou le rejet de la société. C'était un rappel que ma valeur avait toujours été là, même quand elle était invisible. J'ai regardé mon reflet dans le comptoir en acier. La femme qui me faisait face n'était plus la serveuse effrayée attendant l'approbation. Ses yeux étaient stables, sa bouche déterminée. J'ai parlé doucement, les mots remplissant la cuisine silencieuse, comme s'ils étaient destinés à quelqu'un d'invisible. Je n'ai pas besoin de vengeance. Ma justice, c'est de vivre une vie dont je peux être fier. La dernière lumière du crépuscule se déversait par la fenêtre, réchauffant mon visage. Je savais alors, avec une certitude qui s'installait au plus profond de mes os, que j'avais gagné. Pas en écrasant quelqu'un d'autre, mais en refusant d'être écrasé. Si jamais vous avez été ignoré, négligé ou fait vous sentir petit, souvenez-vous de ceci, votre valeur ne se mesure pas à leurs yeux, mais au chemin que vous choisissez. La vraie justice, c'est de vous prouver que vous avez toujours été suffisant.